Et vous étiez en tout cas chercheur au CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique. Et tout au long de votre carrière, vous êtes concentré sur des travaux sur l'étude de l'impact entre climat et santé, entre le temps qu'il fait et la santé. L'objectif de vos travaux, c'était de pouvoir trouver un moyen de prédiction, on va dire, du temps, de façon à pouvoir mettre en place les actions de prévention qui peuvent justement corriger les méfaits du temps sur notre santé. Vous avez également été beaucoup mobilisé au moment des périodes de canicule, de forte chaleur, sur l'impact que nous connaissons sur la santé et la surmortalité. Et vous avez également beaucoup travaillé sur les pollutions chimiques et les moisissures, les pollens. Vous êtes également consacré, là c'est très local, sur la création d'un master environnement et santé à l'Université de Bourgogne. Voilà, donc vous avez une activité riche. Alors moi ce matin j'entendais à la radio que le mois de novembre 2011 était l'un des mois de novembre les plus chauds depuis ces 20 dernières années. Alors voilà, vous me disiez tout à l'heure que les données on les a encore pas tout à fait, c'était plutôt des propos journalistiques, mais n'empêche, ça fait partie des choses qui sont véhiculées régulièrement par les médias. Et alors le journaliste axe beaucoup ses propos sur la fonte des glaces, etc. Mais vous axez beaucoup vos propos sur les impacts sur la santé. Donc voilà, je vais vous passer la parole pour nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par rappeler que le climat a toujours présenté une variabilité naturelle, des années chaudes, des années fraîches, à quoi se superposait une tendance, des périodes de réchauffement, des périodes de refroidissement, tendance lente, étalée sur des millénaires, et tendance modérée, puisqu'on n'en a pas toujours conscience, mais l'écart entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires n'a jamais dépassé 5 ou 6 degrés. Cette variabilité naturelle a toutes les chances de perdurer, mais il s'y ajoute désormais une autre modalité de variation liée aux activités humaines, avec deux différences majeures. D'une part, il s'agit d'une variation rapide, perceptible sur quelques décennies, et d'autre part, d'une variation forte. On verra quelques chiffres dans un instant. L'explication invoquée est une intensification de l'effet de serre. La question qui se pose est de savoir si cette évolution est déjà engagée, si, comme disent les Dupont, ça se réchauffe. La réponse est oui. De 1901 à 2005, la température moyenne à la surface du globe s'est élevée de 7 dixièmes de degré, avec une marge d'incertitude qui ne doit pas dépasser les 2 dixièmes. Surtout, 13 des 15 dernières années ont été plus chaudes que toutes celles qui les avaient précédées depuis le début des observations météorologiques, les records revenant à 2005 et 2010, et l'on nous dit aujourd'hui que 2011 sera dans le tiercé de terre. On ne sait pas encore si ce sera au premier, deuxième ou troisième rang. Le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, daté de 2007, envisage pour l'avenir une accentuation du phénomène avec une hausse comprise entre 1 et 6 degrés d'ici à 2100. Je n'apprends rien à personne en disant que notre santé est sous la dépendance du climat. Dès lors, si le climat change, et l'on vient de voir
qu'il était en train de changer, cela aura des répercussions sur notre santé. Mais parmi les possibles impacts d'un réchauffement climatique, il faut, je crois, distinguer ceux qui s'exerceraient directement sur notre organisme et ceux qui se feraient sentir indirectement en façonnant des conditions plus ou moins favorables aux maladies infectieuses et aux allergies. On va donc commencer par les effets directs de la température qui peuvent entraîner des maladies parfois graves et pour certaines d'entre elles susceptibles de conduire au décès. Alors on n'oubliera pas tout d'abord que les vagues de froid en hiver ont toujours été très meurtrières. En janvier-février 85, la presse avait fait ses gros titres sur 57 morts de froid. Il s'agissait de sans-abri victimes d'hypothermie, mais le bilan final n'a rien à voir avec ce chiffre de 57, puisqu'il est de 9000 décès en surnombre pendant la période la plus froide. La surmortalité a atteint 19% pour les maladies cardiovasculaires, 50% pour les bronchites, 200% pour les pneumonies, etc. Si l'hiver se réchauffe, on peut raisonnablement penser que de telles hécatombes deviendront plus rares, comme quoi, et il faut quand même le noter, le changement climatique n'a pas que des effets négatifs. Mais là, on était sur l'hiver, c'est exactement l'inverse pour l'été, où le réchauffement est susceptible de déterminer une franche surmortalité, surtout à l'occasion des épisodes caniculaires, donc je n'ai pas besoin de rappeler le bilan très lourd. Citons simplement les 15 000 décès en surnombre d'août 2003 en France, ce qui situe la surmortalité autour de 55% en moyenne nationale, mais avec localement des chiffres beaucoup plus élevés, 93% par exemple sur la ville de Dijon. Dès lors, si l'été se réchauffe, on peut craindre que de telles hécatombes ne deviennent plus fréquentes. Or, l'hypothèse aujourd'hui dominante est que la chaleur dont l'Europe occidentale a souffert en 2003 était vraiment exceptionnelle pour le début du XXIe siècle, mais qu'elle deviendrait banale, peut-être un été sur 2 ou un été sur 3 à la fin de ce siècle. À partir de là, la difficulté consiste à évaluer la résultante des évolutions opposées caractérisant les saisons extrêmes, moins de maladies et moins de décès en hiver, plus de maladies et plus de décès en été. En fait, beaucoup dépendra des possibilités d'adaptation, une notion qu'à mon avis on a trop souvent tendance à négliger dans ce genre de problème, car l'adaptation, peut-être pas une adaptation biologique, une adaptation technologique, comportementale. L'adaptation existe et la meilleure preuve en est que la température à partir de laquelle, pendant les canicules, les décès commencent à grimper en flèche est beaucoup plus élevée dans les climats très chauds, 41 degrés à Séville dans le sud de l'Espagne, qu'elle ne l'est plus au nord, 27,5 degrés en Belgique.
De toute manière, n'oublions pas que le vieillissement de la population en accroîtra la vulnérabilité face au climat. En France, les plus de 85 ans étaient 1 200 000 en 2003. Les projections démographiques nous enseignent qu'il devrait être entre 4,5 millions et 5 millions en 2050. Cela signifie que si l'on ne fait rien, une canicule comparable à celle de 2003, survenant d'ici à une quarantaine d'années, pourrait faire 60 000 victimes du seul fait du réchauffement. C'est quand même impressionnant. Passons maintenant rapidement sur les risques infectieux, donc sur les maladies provoquées par des parasites, des microbes, des bactéries, des virus, tout spécialement lorsque ces micro-organismes sont transmis par des insectes, ici un moustique, ou par des acariens, ici une tique, qui leur sert de vecteur lorsqu'ils nous piquent pour se nourrir de notre sang. La crainte lancinante est de savoir, ou plus exactement, la crainte lancinante est que nos régions, disons, tempérées, soient un jour ou l'autre colonisées par des vecteurs d'origine tropicale. À partir de là, on assisterait à une mondialisation de toutes sortes de maladies infectieuses ou parasitaires, aujourd'hui cantonnées aux basses latitudes. Alors pour qu'un tel phénomène se produise, deux conditions devraient être réunies: que les vecteurs se déplacent et ensuite qu'une fois arrivés, ils trouvent des conditions locales favorables à leur installation, et je dirais à leur installation durable. Il est indiscutable que les insectes et les acariens voyagent tout simplement en empruntant les moyens de transport modernes, en particulier les avions. Même si la majorité meurt au cours du vol, certains résistent aux conditions du voyage et aux pulvérisations d'insecticides. Ils se retrouvent à l'arrivée dans les containers et les soutes. Mais est-ce qu'ils sont ensuite capables de faire souche? Dans certains cas, oui. Je prendrai l'exemple de l'île de Guam dans le Pacifique, qui, jusqu'au début de l'aviation civile, ne comptait que 5 espèces de moustiques. On a mis en service un aéroport international. Une trentaine d'espèces nouvelles se sont installées, qui ont apporté 2 maladies jusque-là inconnues, le paludisme et la dengue. Mais cela concerne la migration d'insectes tropicaux vers un autre climat tropical. On a très peu d'exemples d'adaptation massive à nos hivers de la part de vecteurs originaires des tropiques, de sorte que le danger que pourrait constituer l'importation de nouveaux vecteurs est atténué par les difficultés que ceux-ci rencontrent pour s'acclimater, de sorte que le rôle joué par le changement climatique apparaît mineur en regard de celui des transports modernes. Quand on évoque le lien entre changement climatique et santé, c'est quasiment toujours le risque de réintroduction du paludisme qui est mis en avant. Je rappelle que le paludisme, qui tue en moyenne 1 million de personnes par an, en majorité de jeunes enfants sur le continent africain,
est due à un parasite transporté dans la salive de certains moustiques qui prolifèrent en milieu chaud et humide. À partir de là, le réchauffement pourrait permettre la transmission dans des régions où jusque-là il n'était pas possible du fait de températures trop basses. Sur cette carte, nous avons en jaune les régions où le paludisme sévit aujourd'hui et en rouge les secteurs à risque pour 2050 du fait du changement climatique, que ce soit au Maghreb, au Proche et au Moyen-Orient, dans le sud-est du Brésil, en Afrique du Sud, en Chine méridionale, etc. Rien en Europe occidentale, rien en particulier en France. Il ne faut pas oublier que le paludisme en France a sévi jusqu'au début des années 40. S'il a été éradiqué, ce n'est pas à la suite d'un refroidissement, mais grâce à la lutte contre les moustiques, grâce à l'assainissement aussi des terres humides et des marais. Dans ces conditions, le climat n'est pas le facteur limitant, et l'on est dans la situation où l'on a des moustiques susceptibles de transmettre la maladie, mais il n'y a plus de transmission. De sorte que, et je crois qu'aujourd'hui cela fait consensus, le risque, sans être nul, reste minime, pour ne pas dire infime, parce que l'impact du paludisme et l'efficacité des moyens de lutte sont étroitement liés au niveau socio-économique, beaucoup plus qu'au climat, en tout cas dans nos régions, de sorte que je dirais volontiers qu'il s'agit là d'un faux problème dont on parle beaucoup, ou plus exactement dont on a beaucoup parlé, parce qu'aujourd'hui la raison l'emporte, alors qu'à côté de cela, il y a de vrais problèmes dont on parle peu, et parmi ces vrais problèmes dont on parle peu, j'insisterai, puisque c'est un peu le fil conducteur de cette soirée, sur le risque allergique lié au pollen, les pollens qui sont, vous le savez, la semence mâle des végétaux, et aux spores, qui sont les cellules reproductrices des moisissures. Commençons par les pollens. Comme la température agit sur la chimie des plantes, qu'elle commande leur vitesse de croissance, qu'elle détermine le moment de leur floraison, l'évolution la plus perceptible va concerner l'apparition de plus en plus précoce des pollens. On a ici l'exemple de Bruxelles, où la pollinisation du bouleau, au début des années 70, débutait vers le 15 avril, alors qu'elle intervient aujourd'hui le 15 mars, donc un mois d'avance en à peine 40 ans. Et on retrouve la même chose pour quasiment tous les pollens. Alors ces changements concernaient uniquement la date de début de pollinisation, ils ne prêteraient pas beaucoup à conséquence. Les allergiques souffriraient un peu plus tôt dans l'année, mais ce n'est pas la seule évolution des Slaves. La saison pollinique s'allonge également. Ici, on a les graminées à Lyon, graminées responsables du rhume des foins. La saison du pollen de graminées est passée en une vingtaine d'années de moins de 70 jours à plus de 80. Parallèlement, les quantités de pollen libérées dans l'air augmentent. On le voit très nettement sur cette courbe, toujours les graminées à Lyon.
Et puis, est-ce que l'on ne va pas vers une nouvelle géographie des pollens? N'oublions pas qu'un réchauffement de 1 degré équivaut à une remontée vers le nord de 200 km ou une remontée de 150 mètres en altitude. Il s'ensuit qu'un réchauffement de 3 degrés vaudrait à la Bourgogne, avant la fin du siècle, les actuelles températures de Marseille. Alors, est-ce qu'il faut imaginer, d'ici la fin du siècle, l'olivier aux portes de Dijon? Je passe sur les autres exemples pour indiquer quand même qu'il s'agit là de considérations relativement théoriques. Il n'est pas sûr que les végétaux suivent leur climat. La végétation a une grande inertie. Et on estime que pour les arbres, sauf exception, la migration naturelle vers le nord ne dépasserait pas quelques dizaines de kilomètres, et pour les herbacées, au mieux ou au pire, une centaine de kilomètres. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit là d'une migration naturelle. L'intervention humaine peut changer beaucoup de choses. L'olivier ne viendra pas spontanément à Dijon, mais si on le plante à Dijon, peut-être qu'il s'acclimatera. Dernier point, les spores de moisissure, beaucoup moins étudiés que les pollens sous l'angle de leur sensibilité au changement climatique. A priori, un climat plus chaud et plus humide devrait entraîner une prolifération des moisissures, mais il subsiste beaucoup d'inconnus et il est hasardeux de faire des projections à long terme, d'autant qu'il y a des interactions entre les contaminations intérieures, dont on parlera tout à l'heure, et les contaminations extérieures, pas forcément dans les mêmes proportions, pas forcément selon les mêmes modalités. Et n'oublions pas que le changement climatique peut aussi se traduire par une fréquence accrue de phénomènes extrêmes, par exemple de précipitations diluviennes à l'origine d'inondations, qui pourraient avoir un effet local favorable à la prolifération des moisissures, à l'extérieur comme à l'intérieur, et on l'a bien vu lors du passage du cyclone Katrina sur la Nouvelle-Orléans. Vous avez ici deux photos d'un appartement littéralement envahi par les moisissures lors de ces inondations. Alors pour conclure, je dirais que le changement climatique commence à avoir des conséquences sur le risque d'allergie et qu'il est fort probable que ces effets se renforcent dans l'avenir. Cela dit, ne dissimulons pas l'immensité de notre ignorance. Je crois qu'il faut toujours relativiser nos conclusions, sans céder au catastrophisme, sans tomber non plus dans l'optimisme béat qui voudrait que le progrès scientifique est capable de tout juguler. La prudence devrait donc rester le maître mot. L'avenir est extrêmement difficile à prévoir. Cela n'empêche pas de le préparer en se tenant prêt à faire face à toutes les éventualités. Je vous remercie de votre attention.